Bien, installe mon fils à côté de moi. Je n'ai pas assez de terrain. Ceci répondait à cet instinct de spéculation, car il faut bien le reconnaître, et c'est ici qu'apparaît la grande différence de psychologie entre le colon installé, soit par l'AICA, soit par n'importe quelle organisation, en dehors d'Israël, ou le colon israélien. Le colon installé en Argentine, par exemple, il lui manquait cette espèce de vocation mystique. Tandis que le colon israélien, lui, il est prêt à tous les sacrifices pour pouvoir rester en Israël. Il sent qu'il a besoin de travailler à la constitution, à la prospérité d'Israël. Le colon argentin, mon Dieu, il faut se mettre dans sa peau. Lui, ce qu'il voyait là-dedans, c'est l'occasion de faire fortune, ou tout au moins de vivre convenablement. Alors, plus il avait de terrain, plus il pouvait spéculer. Alors, à quoi ça aboutissait? Il faisait travailler ces terrains par des main-d'œuvre étrangères. Il lui arrivait de sous-louer ces terrains et de ne plus les travailler lui-même. Ça n'était pas l'objectif du baron de Hirsch. Et ça a été la grande lutte entre le colon et moi, et nous, et l'AICA. Comprenez? Il faut se replacer dans la mentalité du baron de Hirsch. Nous ne voulions pas mettre à la disposition des colons du terrain pour qu'ils spéculent là-dessus. Autre chose, les colons avaient toujours tendance à recevoir leur titre de propriété avant d'avoir tout payé. Pourquoi? Parce que nous leur vendions les terrains au prix coûtant et très bas, et qu'eux pouvaient les revendre pour une fortune. Eh bien, ce n'était pas notre objectif. Notre idéologie non plus. J'ai toujours considéré que le baron de Hirsch voulait que les colons restent des agriculteurs, et leurs fils aussi, et leurs petits-fils aussi. Il n'y avait pas seulement le fait de les faire émigrer, de les sortir de l'enfer russe, il y avait le fait de les attacher à la terre. Or, je répète que le lien mystique qui attache le colon israélien à Israël n'existait pas chez le colon argentin, par exemple. C'est dans la nature des choses. Quand il a vu qu'il pouvait faire une fortune en revendant ses terrains avant l'échéance, étant donné les prix qu'il pouvait obtenir par rapport au prix qu'il devait nous payer, eh bien, mon Dieu, il y a eu des clashs, ce qu'on appelle des clashs, des conflits. J'ai toujours résisté à cela. Et ça, c'est une des principales critiques qui ont toujours été adressées à l'AICA. Et la question d'installation des fils? Ah, aussi. La question d'installation des fils. Je répète que, en temps normal, c'est-à-dire entre les deux guerres, lorsque nous avions la possibilité de les faire émigrer, de les faire sortir et de les installer en Argentine, je vous pose la question à vous-même. Après avoir colonisé convenablement le père, si j'ai la candidature du fils, en même temps que la candidature d'un malheureux qui est encore en Russie et qui attend de pouvoir partir et être colonisé, qu'est-ce que je choisirais?
Où est mon devoir? C'est d'abord de penser à celui qui n'a rien, tandis que le père peut tout de même encore prendre soin du fils. Voilà pourquoi j'ai mis des conditions à l'installation des fils. Entre autres, que le père devait fournir pour le fils un certain apport, par exemple le matériel. Bon. Deuxièmement, coloniser le fils à côté du père. Quand le père disposait, disons, de 150 hectares, coloniser le fils sur 150 hectares à côté du père, à quoi ça aboutissait? À donner 300 hectares à la famille. Donc, je donnais une prime à la spéculation. J'ai bien offert, souvent, à des colons, je veux bien prendre ton fils, mais dans une autre colonie. Elle ne marchait pas. Ça vous dit tout. Ça veut dire que vous expliquez sa demande d'installer son fils à côté de lui, de la tendance de spéculer avec les possibilités, c'est ça? Il y a de cela. Oui. Il avait raison comme argument lorsqu'il disait mon fils pourra profiter de mes appareils, de mon tracteur, etc. Mais enfin, ça aboutissait pour moi à avantager une famille déjà installée depuis des années, alors que d'autres attendaient. Oui. C'est ça le dilemme. C'est très clair. Et la relation avec les coopératives? Elle se résume en un mot. C'est nous qui avons créé les coopératives. C'est nous qui les avons toujours financées. C'est nous qui leur avons chaque fois accordé des subventions, des avances, et encore aujourd'hui. Une colonisation, quelle qu'elle soit, et où qu'elle soit, n'est pas pensable, imaginable, sans avoir ce que j'appelle sa colonne vertébrale, à savoir la coopérative. C'est nous qui avons toujours poussé et aidé financièrement les coopératives à se créer, à se solidifier. Et encore aujourd'hui, quand je vois un ordre du jour, aujourd'hui encore, une séance de l'AICA, ça se traduit toujours, généralement, par la demande de la coopérative du Fondo communal ou du Verein de Lucienville ou de la coopérative de Montefiore, etc., pour une nouvelle avance à cause d'une mauvaise récolte ou à cause des sauterelles ou pour la création d'une crèmerie, etc. En somme, ici, en matière de coopérative, nous avons pris la place du gouvernement argentin, puisque dans tous les pays du monde, l'agriculture bénéficie, et les coopératives agricoles qui sont créées dans le monde entier, ces coopératives bénéficient, vous le savez, de crédits gouvernementaux. Votre Tnouva en Israël, elle bénéficie certainement de crédits gouvernementaux. L'agriculture a besoin de crédits, n'est-ce pas? Elle a besoin de crédit. Pourquoi? Premièrement, il y a les mauvaises récoltes. Et ça arrive une fois sur 2 ou une fois sur 3. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à lutter encore une fois contre l'instinct de spéculation des colons qui misaient sur une récolte de blé, sur une culture massive de blé,
ça réussissait, alors c'était une année splendide pour le colon et pour nous. Ou bien alors, il y avait les sauterelles, la sécheresse ou la grêle, alors c'était fini, le colon s'endettait. Alors que j'ai dû passer 50 ans de ma vie à lutter pour la polyculture, et que le secret d'une bonne exploitation agricole est dans la polyculture, combinaison d'élevage en même temps que de la culture des céréales, introduction de cultures maraîchères. Entre parenthèses, on s'est beaucoup moqué de moi en Palestine, en Israël, lorsqu'en 1932, j'y suis allé et qu'ensuite j'ai introduit la culture des tomates, des concombres, qui sont une spécialité des Lituaniens, et dans les colonies de Bertouvia, de Kfar Warbour, etc., ben, on s'est moqué de moi, on m'appelait l'homme au cornichon. Ben oui, mais aujourd'hui... L'agriculture israélienne est basée sur une ferme mixte. Ben voilà, ben voilà. C'est ça la grande différence entre la Palestine et l'Argentine, je crois. Comment? L'œuvre de colonisation en Israël a commencé, disons, et surtout marquée par la ferme mixte. Attention, elle a commencé par la monoculture des fruits, de l'orange, des agrumes. Oui, et là aussi, on a exagéré. Oui, mais ça, c'était... Il y avait eu des périodes, cher monsieur, où votre culture des oranges était devenue excessive. J'ai écrit un rapport là-dessus en 1932, et j'ai dit au baron de Rothschild, au baron Edmond de Rothschild, attention, il faut diversifier les cultures, parce qu'il y avait des colonies qui étaient entièrement basées sur l'orange. Et c'est depuis la création de l'EMICA que nous avons introduit et donné l'exemple de la polyculture, même à base d'élevage. Et Dieu sait cependant si la Palestine n'est pas une terre d'élevage. Je n'ai pas besoin de vous le dire à vous, à Israël. La terre n'est pas riche. Ça n'empêche. On peut faire tout avec des fourrages artificiels. On fait beaucoup d'élevage. Voyons. Alors, eh bien, nos colons en Argentine, ça c'était la lutte. Je m'arrachais les cheveux, moi. Quand je voyais des colons, j'arrivais chez des colons. Ils me demandent combien as-tu d'hectares? 150. Qu'est-ce que tu as fait là-dessus? Du blé. Sur combien d'hectares? 150. Eh bien, je ne vous cache pas que je l'engueulais. Ça allait tellement loin que certains colons allaient acheter leurs légumes chez le goy du coin. Et c'est ça le grand danger dans n'importe quelle colonisation. La monoculture. En ce moment, je vous parle de métier technique. Oui, mais c'est une chose élémentaire, je crois. Ben voyons, c'est une solution élémentaire. Mais vous vous rendez compte que la tendance, l'instinct de nos colons argentins, quand ils voyaient des récoltes splendides, quelquefois ils ont fait des récoltes qui leur ont permis de s'acheter des tracteurs, etc., se construire de jolies maisons, etc. Mais aussi, ça réussit. C'est un jeu, c'est de la spéculation. Et un paysan ne doit pas spéculer. Est-ce qu'il n'était pas possible, c'est seulement comme une réflexion, est-ce qu'il n'était pas possible pour éviter la spéculation, de pas vendre la terre, mais de la donner comme la Keren Kayemet le fait en Palestine pour allocation d'une zone? Non. En Argentine, ce n'était pas possible. Pourquoi? Je vous l'ai dit. En Israël, il est tout naturel qu'on ait voulu conserver la terre pour le peuple juif, pour Israël.
Et on pouvait le faire à cause précisément de cette espèce de mystique juive sioniste. Le colon israélien, qu'est-ce qu'il demande, lui? Il demande de vivre en liberté et sans souci en Israël, par l'agriculture. Bien. Le colon argentin, quand il venait de Russie, où il n'avait jamais la propriété de la terre, où au grand maximum il n'était que fermier sur un tout petit terrain. Mettez-vous maintenant dans la peau de cet individu-là, quand il arrive en Argentine, qu'on lui donne 150 hectares de terrain d'un coup. Je dis pas, je suis propriétaire, moi. Je vais payer. Après, je ferai ce que je voudrais. C'est tout à fait différent. En Israël, vous n'avez pas, comme en Argentine, l'attirance qu'exercent les grandes villes. Au premier moment, quand ils sont venus comme réfugiés, je me demande si ce n'était pas possible de les imposer la condition. Voici la terre, voici des instruments, mettez-vous à travailler, mais pas la question de vendre les choses. Ils ne seraient pas restés. C'était considéré comme une mesure d'enraciner le... Voilà. Il fallait que je leur donne cet appât de la propriété. N'oubliez pas qu'ils venaient de Russie où ils n'avaient pas le droit de posséder quelque chose. Et le gouvernement russe, lui, les soviets, il a compris. Il a compris, après avoir supprimé complètement la propriété privée. Peu à peu, il est revenu tout de même au sentiment de propriété privée pour les agriculteurs. Vous le savez, il a accordé à tous les agriculteurs une ou deux vaches, un nombril de poules qui sont leur propriété, qui ne sont pas la propriété du kolkhoz, ou qui ne seraient pas la propriété de la kvoutz en Israël. Il faut bien vous rendre, c'est une question de psychologie, ça. Vous savez, il faut beaucoup de choses pour faire un bon colon. Je ne parle pas de la terre, mais je parle du colon, pour faire un bon colon. D'abord, qu'est-ce que moi j'appelle un bon colon? Qu'est-ce que nous, Ika, nous appelons un bon colon? C'est un colon qui cultive, qui travaille méthodiquement et qui reste sur la terre, et qui la cède, qui la lègue à son fils et à son petit-fils. Voilà ce que moi j'appelle un colon. Bien. Mais qu'est-ce que ça demande? Ça demande premièrement une famille bien composée. Mettre un ménage de 2 personnes, mari et femme, sur 150 hectares, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'immédiatement, ils vont prendre de la main-d'œuvre étrangère, alors ils ne pourront pas équilibrer leur budget. Deuxièmement, ça demande également, et ici, ça c'est un point que je considère, moi, personnellement comme important. Je ne suis pas d'accord avec tout le monde là-dessus, mais sur la base de mes expériences, ça demande, indépendamment de la disposition, de la vocation agricole d'un colon, je dis la vocation agricole, c'est-à-dire le désir d'être paysan. Ça demande également la vocation de la femme. Et j'ai pu constater que dans beaucoup de cas, les expériences de colonisation ont échoué à cause de la femme.
Vous n'avez pas ça en Israël. La Ah, femme met la main Et voilà. à la pâte. Et voilà. Hein? Beaucoup de désertions de kibbutzim, mais c'est à cause des filles qui ne veulent pas me... Ben voilà, Oui. ben voilà. J'ai vu ça en Argentine. Pensez donc. Vous savez que les femmes, il faut déjà avoir ça dans le sang. Je compare toujours ça à nos paysans français. La femme se lève à 5 heures du matin pour traire les vaches, etc. Eh bien, prenez maintenant des gens qui, surtout quand ce sont des citadins, comme les colons allemands, comme les gens que nous avons importés d'Allemagne, et ceux-là ont bien marché. Parce que ce sont des travailleurs hors ligne. Ils ont bien marché. C'est de David d'Or. Avec d'or. Louis Uncre, il y a une colonie qui porte mon nom. Oui. Eh bien, ceux-là, j'avais très peur. Je disais, je ne veux que des agriculteurs allemands. Alors, ils s'imaginaient que quand ils avaient 2 pots de fleurs sur le rebord de la fenêtre, qu'ils étaient agriculteurs. Ou bien, il y en avait beaucoup qui étaient marchands de bestiaux. Ils s'imaginaient que c'était de l'agriculture, de faire le commerce de bestiaux. Des bestiaux qu'ils n'élevaient pas eux-mêmes, qu'ils achetaient et qu'ils revendaient. Alors, il a fallu faire de cela des agriculteurs. Ça, c'était un problème encore plus compliqué. Parce que les paysans russes, les Russes, ils vivaient dans les villages, tandis que les Allemands, en général, vivaient dans les villes. Eh bien, il y a 2e élément, donc, c'est la femme. 3e élément, essentiel, c'est la vocation, c'est l'instinct de l'agriculteur. Dans quelle mesure Israël, d'ici 50 ans, sera devenu véritablement un peuple d'agriculteurs, je ne sais, mais je suis optimiste parce que vous n'avez pas l'attirance des grandes villes là-bas et que vous avez, je le répète, cette mystique que vous devez tous contribuer à la base agricole d'Israël. Et il faut bien se rendre compte, il n'y a pas que nos colons juifs pour avoir cet instinct de spéculation en Argentine. Tous les grands propriétaires argentins qui possèdent des 25 000 hectares, eux, ils jouent aux cartes dans les grands clubs de Buenos Aires, mais ils ont des peones, des paysans, des fermiers, des ouvriers agricoles. Alors quand ils voient pleuvoir, ils se disent, ben chic, ça va être une belle année pour moi. Bon, mais toute la culture argentine, depuis, j'oserais presque dire, depuis la découverte, a été une culture de spéculation. Et pour réduire la spéculation agricole, il n'y a que 2 solutions. Premièrement, réduire les terrains, la superficie des terrains. Et deuxièmement, la polyculture. Voilà. Une question encore une question sur l'Argentine et après sur le Brésil. Sur l'Argentine, est-ce qu'il y avait un effort, disons, traditionnel de la part de l'AICA de développer et d'investiguer les problèmes agricoles de la région? Est-ce qu'il y avait une ferme d'essai ou une recherche systématique? Non, nous n'en avions pas besoin. Pourquoi? Évidemment, nous avions des agronomes qualifiés partout, aussi bien au siège de Buenos Aires, nos directeurs, sauf Calius maintenant, mais nos directeurs étaient toujours des agronomes diplômés dans les écoles européennes
Deuxièmement, nous pouvions faire bénéficier l'Argentine de l'expérience que nous avions dans nos écoles agricoles européennes, car nous en avions en Europe, en Pologne, en Russie tsariste aussi. Et nous avions envoyé des élèves de nos écoles agricoles d'Europe là-bas, à titre d'instructeurs, etc. Et puis, les besoins d'études poussées en matière agricole n'étaient pas tellement vifs en Argentine que par exemple en Israël, où vous vous trouvez devant deux problèmes essentiels, la terre et l'eau. Vous deviez trouver des formules. Et c'est pour cela que l'Alliance israélite, à un moment donné, avait ouvert la ferme de Mikvé Israël, qui continue. C'est pour ça que vous avez cet institut de Rehovot, subventionné encore aujourd'hui par l'AICA, largement. Parce qu'en Israël, vous deviez... Les études, les expériences, les laboratoires agricoles sont indispensables, étant donné la qualité ou le manque de qualité de la terre, étant donné votre problème de l'eau. N'est-ce pas? Il fallait des études chimiques très poussées en Argentine. Je jouais sur le velours. Vous savez que le pâturage naturel en Argentine est d'une richesse extraordinaire, que dans la plupart de nos colonies, la terre, c'est ce que nous appelions en Russie le tchernosium, c'est-à-dire la terre noire, extrêmement grasse, riche. Vous savez qu'on n'avait pas besoin de stabuler, d'abriter la nuit le bétail dans des étables en Argentine, ça n'existe pas. Vous savez que la luzerne pousse admirablement en Argentine, qu'on peut y faire. Dans notre petite colonie de Dora, là-haut, en Santiago del Estero, et nous faisions jusqu'à 8 coupes de luzerne par an. Oui, monsieur. 8 coupes par an. Une fois planté, ça pousse soi-même. Et une bonne luzernière, bien entretenue, peut durer 25 ans. Alors, c'est nous qui avons fait toutes les luzernières de Mossasville, par exemple, qui était un vaste tapis de luzerne. Et alors là, vous pouviez faire à la fois la culture et l'élevage. Parce que vous savez comme moi qu'il y a une industrie de la luzerne. On la coupe, on la presse et on l'expédie à titre de fourrage. Il y a toujours marché tout ça? Comment? Il y a toujours un marché? Autrefois, on l'a exporté à l'Europe. Oui, surtout pour prévoir la sécheresse. Nos colonies, ce qui a fait la richesse de Maurizio et de Mossasville, eh ben, ce sont précisément, c'est la culture de la luzerne. Ça, j'y ai poussé tant que j'ai pu. Pourquoi? Parce que c'était une industrie. La luzerne ne craint rien de la sécheresse, puisqu'elle prend son eau dans la terre. Et quant à l'élevage, ben, il est tout facile sur des luzernières. Il y en a trop. Le bétail éclate. Nous, en Israël, connaissons la luzerne seulement irriguée. Chez vous? Oui. Ben, c'est encore une des choses que j'ai. J'ai un collègue dans l'EMICA. Ben, je lui ai dit, c'est le docteur Hexter. Ben, je lui ai dit, luzerne, n'importe quand. Comment il me disait, mais luzerne? Je dis, irrigation. Et j'avais dit à Weizmann ici, quand il déjeunait avec moi, je lui ai dit, Weizmann, écoutez, vous êtes un grand chimiste, cherchez donc le procédé pour
l'adoucissement de l'eau de la mer, de façon que vous puissiez irriguer sans recourir au Jourdain ou au Roulet. On dit c'est vrai, nous devons faire ça. On travaille on travaille beaucoup à présent sur ça. Ben voyons, c'est le problème de l'avenir pour vous, en Israël. Bien, ensuite, et maintenant, il faut bientôt que nous finissions. Oui. Alors, je voudrais seulement une question. Oui. J'ai mis toutes les autres. Et sur le Brésil. Brésil. Eh ben, le Brésil a été une expérience. C'est une expérience que nous voulions faire. Les conditions agricoles au Brésil sont généralement moins favorables qu'en Argentine. D'ailleurs, la géographie vous l'enseigne. Le Brésil n'est pas une terre d'élevage, à proprement parler. Le Brésil est une terre propre à toutes les industries. On pourrait dire que c'est le pays, avec la Russie, de toutes les possibilités. Je parle du Brésil en général. Et ça se limite au Rio Grande do Sul. Or, nous avons voulu faire une expérience dans le Rio Grande do Sul, qui est en somme la partie du Brésil où un élevage est possible. Mais les colons se sentaient beaucoup plus isolés au Brésil qu'en Argentine. Pourquoi? Parce que une colonisation juive doit tout de même toujours s'appuyer moralement, sur un judaïsme urbain. En Argentine, vous aviez de grands centres où il y a eu beaucoup de juifs. Buenos Aires, Paraná, ce que je sais, Bahia Blanca, etc. D'ailleurs, l'effet indirect de notre colonisation en Argentine a été le développement du judaïsme urbain. Lorsque moi je suis arrivé en Argentine en 1911, pour la première fois, il n'y avait pas 3000 juifs en Argentine, 4000, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, ils sont 250 000. Je ne veux pas dire que les 250 000 aient été introduits directement par nous, mais l'expérience et la statistique a démontré que pour une famille installée par nous dans les colonies, il y avait 3 familles qui venaient vivre dans la ville. Oui. Ça est inclus dans ma recherche. Comment? D'ailleurs, cela est inclus dans mon étude. C'est très important, ça. Oui, quand je parle de l'influence de la migration. D'abord, n'oubliez pas que comment est-ce que nous avons favorisé ça par la création de cours religieux dans toutes les villes d'Argentine, de cours religieux. Oui. Pourquoi est-ce que le colon, l'émigrant, la première question que vous pose un émigrant quand vous lui proposez d'aller en Argentine ou au Brésil, est-ce qu'il y a un minyan? Est-ce qu'il y a une mikvé? Est-ce qu'il y a un cheder? Eh bien, il a fallu faire tout ça. Et pour en revenir au Brésil, au moment où nous avons entrepris cette expérience, eh bien, il n'y avait dans les villes du Brésil, qui était assez rare d'ailleurs, ni minyan, ni migré. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Eh bien, c'est là que pour développer l'immigration, même urbaine au Brésil, que
j'ai entrepris cette œuvre des cours religieux, création de communautés, cours religieux. J'ai envoyé là-bas un rabbin, le rabbin Rafalovitch de Liverpool, qui a organisé tout ça dans les centres juifs. Et c'est comme ça que nous avons maintenant une importante population juive à Rio, à Porto Alegre, etc. Et encore beaucoup plus importante en Argentine, parce que là aussi j'ai fait une œuvre des cours religieux dans les villes. Et l'œuvre agricole dans le Brésil, est-ce que vous jugez comme échoué? Je considère qu'elle n'a pas donné de bons résultats. Non. Lorsque je suis arrivé à l'Aïka et que j'ai visité la première colonie qui avait été créée là-bas, Philipson, on en était encore à chercher la formule agricole à exploiter là-bas. On avait tout essayé. La terre, je ne parle pas du Brésil en général, la terre dans cette colonie Philipson ressemblait beaucoup à la terre en Israël. Il y avait beaucoup de pierres. Beaucoup de pierres. Alors on a tout essayé, on a même essayé le tabac. Titim, comme ils appelaient ça, les Russes. Titim, le tabac. Bon, ça n'a... Non. Non. Les colons étaient isolés. Ils se sentaient isolés. Pourquoi on ne pouvait pas emporter plus de colons juifs pour qu'ils ne se sentent pas tant isolés? Ah, écoutez, alors après, bon, l'expérience de Philipson n'était pas très heureuse. On ne réussit pas toujours du premier coup. Alors, nous avons acheté Quattro Irmãos. Quattro Irmãos, c'était un domaine exactement de 93 000 hectares, 930 000 dunums. Oh, c'est ce détail. Oui, monsieur. Dont 43 000 hectares, 430 000 dunums de forêt vierge. Nous nous sommes dit qu'il y aura peut-être là une possibilité d'une colonisation semi-agricole, semi-industrielle. Industrielle à cause du bois. Pour pouvoir créer des moyens de communication et de transport, nous avons construit 18 kilomètres de chemin de fer, acheté des locomotives, etc. Et il s'est trouvé que la colonisation industrielle à base de forêt a donné de meilleurs résultats que la colonisation agricole. C'est humain. Le colon lui-même va vers ce qui lui rapporte le plus et le plus vite. Pour la forêt, il n'avait qu'à déboiser, couper, débiter les planches, faire des petites boîtes, fabriquer des boîtes à cigares. Nous avions tous les bois possibles là-bas dans cette forêt. J'y ai séjourné, moi, dans la forêt. Quand elle était vierge et qu'il n'y avait pas de chemin de fer, j'ai longtemps voulu le dire. J'ai étudié ça à fond. C'est une fortune que nous avions là. Oui. Alors il s'est créé une douzaine de scieries dans cette forêt. En somme, nous avons fait là ce que fait le paysan français dans le Jura, dans les Cévennes, partout où il y a de la forêt, et dans les Ardennes, où il vit du bois. Colonisation comme une autre. Vous n'avez pas ça en Israël, vous devez la planter, votre forêt. C'est ça le malheur. Autrement, je vous garantis que certains de vos colons feraient aussi de la colonisation industrielle. Nous avons vendu nos colons ont vendu des planches, ils ont fabriqué des boîtes de cigares, des caisses de cigares. Eux-mêmes Bon, eux-mêmes, pourquoi pas. Et alors, n'empêche
que ce centre ne s'est pas développé aussi facilement que l'Argentine. Parce que, il faut bien le dire, les conditions de l'agriculture et les conditions de vie sont tout de même plus difficiles. L'agriculture, c'est-à-dire l'élevage au Brésil, n'est pas fameux. Vous n'avez jamais vécu au Brésil. Si vous mangez si vous allez dans un restaurant, c'est pas ça la viande brésilienne. Les conditions étaient moins bonnes. Et finalement, pourquoi jouer la difficulté et faire de nos candidats colons des cobayes? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Moi aussi, je vais vers la facilité. Je vais les mettre dans les meilleures conditions. Et n'importe quel colonisateur qui va à l'étranger, pas en Israël, parce qu'Israël c'est un problème pour soi, je ne cesse de le répéter, mais n'importe quel colonisateur va vers la facilité. Il doit aller vers la facilité parce qu'il doit compter avec la matière humaine. Et que la matière humaine se décourage vite. Non, la colonisation brésilienne a été une vaste exploitation forestière avec un peu d'agriculture, oui, mais une agriculture qui était beaucoup plus difficile parce qu'il fallait d'abord dépierrer le terrain. C'était la même chose à Quatremaus aussi? Mais oui, oui c'est de Quatremoeus que je vous parle, c'est de Quatremoeus. Parce que même dans le Rio Grande do Sul, ce n'est pas ça. Je ne crois pas à l'avenir d'une colonisation agricole proprement dite au Brésil. Et surtout que là, vous avez une limite, c'est la latitude au-delà de laquelle vous tombez dans la zone des chaleurs. Ça, c'est beaucoup demandé à nos colons. Vous me direz qu'il y a eu une colonisation à Saint-Domingue. C'est une colonisation forcée, etc. Et c'était ça la raison pourquoi vous avez que l'Aïka a établi là-bas pas des juifs, de Goïm? Ah oui. Voilà. Je vous ai dit que la forêt avait une superficie de 43 000 hectares, 430 000 dômes. Le domaine entier a une superficie de 93 000 hectares, c'est-à-dire 930 000 dômes. Bon. Quand je suis allé là-bas, que j'ai fait ce chemin de fer, et que j'ai vu l'énorme espace dont je disposais, je me suis dit, le meilleur moyen de faire vivre nos propres colons, c'est d'y faire entrer des colons non juifs qui sont plus résistants, qui se découragent moins vite et qui, eux, peuvent alors valoriser le tout. Vous voyez mon point de vue. Vous l'avez compris. Oui. Alors voilà ce que j'ai fait. Attendez, je vais vous montrer. Bon. Je vais vous montrer. Maus, 2 ou 3 colons japonais. Pourquoi? Parce que les Japonais sont passés maîtres dans l'art de la petite culture. Et je vous assure que si Israël avait le courage d'installer 2 ou 3 colons
japonais. Dans vos centres les plus difficiles, comme Hedera, non pas Hedera, comme Sejera, dans le nord, là, Oui. qui est de la pierre, toute pure, Oui. et vous faites du tabac, eh bien, vous apprendriez beaucoup de choses. C'est ce que j'appellerais des colons pilotes. Vous voyez, il faut savoir oser. Eh bien, voilà pourquoi vous avez toute une partie de cette forêt qui est exploitée et habitée par des colons non juifs. Notez que quand nous avons passé les accords avec le Kremlin, entre les deux guerres, pour la colonisation intérieure des Juifs en Russie, suivant le système du kolkhoz, entendons-nous. Eh bien, nous aussi, pour les besoins de la cause, nous avons accepté d'installer à nos frais des colons non juifs. Oui. Mais oui. Dans le même kolkhoz? Ou dans les kolkhozs à côté. Mais nous avons dû accepter ça. Ça, c'était une condition de la part du Kremlin? Non. Peut-être, oui. De même que lorsque Sir Arthur Waucop, haut-commissaire, le dernier haut-commissaire, je crois, non, c'est Samuel, mais quand j'étais en Palestine, il m'a demandé, mais dites-moi, mais pour qui voulez-vous faire le roulé? Je lui ai répondu, mais Sir Arthur, aussi bien pour les Arabes que pour les Juifs. Il fallait répondre à ça. Grâce à quoi le Colonial Office avait promis, au moment où la guerre éclatait, en 1939, une participation de 225 000 livres au capital de la société du Houlet que je voulais monter au capital de 750 000 livres. C'est une chose assez rare que le Colonial Office. J'avais obtenu cela, monsieur. Vous pouvez trouver ça dans les archives de l'AICA à Londres. Pourquoi? Ça, c'est de la diplomatie. Ah oui. De même que vous aviez un homme avec qui je m'entendais beaucoup en Israël, c'était Magnès, l'ancien recteur de l'université, qui était tout à fait de mon avis qu'il fallait faire la Palestine d'alors, aussi bien pour les Arabes que pour les Juifs. Bon, je vous ai arrêté 2 heures. Voilà. D'une heure. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Il n'y a vraiment פריז, הראשון לאוקטובר 1963. Je propose, M. Gaël, que nous commencions notre conversation dans le moment où vous entreprenez l'activité clandestine pour le sauvetage d'enfants. Oui, alors ceci nous ramène à l'été 1942 et plus particulièrement au mois de juillet. Vous vous rapprochez avec la chaise. Et plus particulièrement au mois de juillet, au moment où dans toutes les grandes villes de France, il y a eu des rafles, des arrestations et des déportations des Juifs, au commencement des Juifs étrangers. Dès ce moment, la direction de l'OSE, Œuvre de secours aux enfants, a prévu des mesures rigoureuses qui seraient prises contre les Juifs et qui se traduiraient avant la fin de la guerre par des tentatives d'extermination massive. Il ne serait donc pas possible de maintenir jusqu'au bout les activités officielles déclarées juives, d'où la nécessité de mettre d'aplomb d'avance, tant
qu'on disposait d'un court répit, un réseau d'actions clandestins dont les tâches devaient être essentiellement les suivantes. Vouées en particulier au sauvetage des enfants, ce réseau devait prévoir et préparer la dispersion des enfants juifs dans un milieu non juif dans lequel leur personnalité juive ne serait pas connue. Ceci demandait qu'on donne à ces enfants une fausse identité, une identité aryenne. Enfin, ces enfants, dispersés loin les uns des autres, devaient être visités, surveillés, ravitaillés, suivis. Une liaison devait être établie entre les enfants et leurs parents, du moins les parents qui étaient encore là, et cette surveillance devait être confiée elle-même à un personnel qui ne devait pas être juif, du moins en apparence. Est-ce que ce plan d'activité était considéré comme dans une réunion formelle ou bien ça s'est développé pendant le temps? Non, il n'était pas arrêté dans une réunion formelle. Les idées de base ont été échangées dans le camp de Vénissieux, près de Lyon, où ont été concentrés quelques centaines de juifs étrangers qui devaient être déportés vers l'Est. Les premières idées relatives à la constitution de ce réseau clandestin ont été formulées par le docteur Joseph Weil, médecin connu de Strasbourg, qui, dès ce moment-là, voyait le déroulement de la persécution des Juifs sous un jour le plus sombre. Est-ce que vous vous rappelez une réunion avec Dr Joseph Weil dont il vous a parlé du futur sombre des Juifs qui partent pour l'Est? Non, on n'avait pas encore ces renseignements à ce moment-là, mais je me souviens très bien des idées qui, au fond, ont constitué le principe de sur lequel était basée l'organisation du réseau futur clandestin, que le docteur Joseph m'a exposé dans sa chambre d'hôtel, dans laquelle je suis venu me changer après une deuxième nuit de veille passée au camp de Vénissieux, d'où nous avons pu sauver une soixantaine d'enfants dont les parents ont été déportés vers l'Est. Et c'est alors qu'il vous a développé les idées? Oui, et même plus, c'est à ce moment-là que le docteur Joseph Weil m'a demandé, au nom de la direction de l'OSE, œuvre de secours aux enfants, de me charger moi-même de la mise en place de ce futur réseau clandestin. Est-ce que vous avez déjà un personnel, ou bien il y avait en vue un personnel pour cette œuvre? Le personnel n'était pas prêt, mais étant donné que l'OSE déployait à ce moment encore des activités au grand jour, on pouvait trouver parmi ses assistantes un certain nombre d'assistantes qui accepteraient une identité non juive, accepteraient de vivre sous des faux papiers et participer à une activité clandestine. Vous-même, vous étiez part du personnel de l'OSE? Non, j'étais à ce moment-là ingénieur à Lyon. Je n'ai pas eu l'occasion de participer jusqu'à ce moment-là à des activités sociales, qu'elles soient juives ou non juives. C'est-à-dire que votre nom n'était pas dans les listes des personnels de l'OSE à l'IGIF? Mon nom ne figurait dans aucune œuvre juive et je n'étais connu d'aucune œuvre sociale. Je n'étais pas fiché. J'étais ce qu'on appelait à l'époque un œil neuf, un inconnu qui pouvait se permettre d'entreprendre une organisation clandestine. C'est ça qui a guidé le Dr Joseph Weil dans son choix? Ou ça formait part de ses considérations? Oui, je pense qu'il y avait essentiellement deux raisons. D'une part, celle-ci, et peut-être aussi le jugement qu'il a pu se faire sur le résultat de notre activité au camp de Vénissieux au cours de ces 2 nuits et de la journée qui les a séparés.
Comment exactement vous arrivez à séparer les enfants et de les sauver? Eh bien, il y a eu une commission officielle qui a procédé à des opérations de criblage en examinant chaque dossier familial. Et parmi les membres de cette commission, il y avait déjà, grâce à Dieu, des hommes animés d'un esprit résistant et décidés de limiter les pertes le plus possible. De sorte que lorsque, au milieu de la nuit, un télégramme de Vichy a autorisé le maintien en France d'enfants en dessous de 16 ans, bien entendu, tous les enfants, qu'ils aient 16 ans ou plus, ont été officiellement déclarés touchés par ces dispositions, même s'il fallait falsifier un dossier, séparés immédiatement de leurs parents. Un détail pourrait être mentionné ici. C'était une nuit d'orage et à un moment donné, le camp était plongé dans l'obscurité. Et c'est dans le noir que nous avons dû séparer les enfants de leurs parents. Quelques-uns acceptaient et facilitaient même cette séparation. Mais il y a eu des cas où nous avons dû les prendre de force. Et après, c'est succès de sauvetage. Alors, c'est aussi au début dans le noir que nous passions des étiquettes, des vulgaires étiquettes de bagages au poignet ou au cou des enfants. Et nous notions sur ces étiquettes leur nom, leur prénom et leur âge sous la dictée des parents. Je crois qu'il n'est pas utile d'ajouter d'autres détails à cette scène. Une fois sauvés, où est-ce que vous avez planqué les enfants? Au petit jour, nous avons transféré ces enfants, ils étaient, comme j'ai dit tout à l'heure, au nombre d'une soixantaine, dans un local de la rue Sainte-Catherine à Lyon, où, du fait de la part prise par M. l'abbé Glasberg à toutes ces opérations de Vénitieux, ces enfants ont été déclarés, placés sous la protection du Monseigneur Gerlier, archevêque de Lyon et primat de Gaulle. Mais ces enfants ne sont pas restés longtemps à la rue de Sainte-Catherine. Ils ont été rapidement dispersés et absorbés par les placements camouflés qui était une des premières réalisations du nouveau réseau. Oui, ça veut dire que nous arrivons à présent à démarrage. Oui. Eh bien, la première idée était celle de la constitution sur le plan national d'une œuvre sociale, non juive bien entendu, qui s'occuperait de placement d'enfants privés de famille, enfants pouvant provenir des régions occupées du nord, de l'est, ayant perdu leurs parents pendant l'exode, pour expliquer le fait qu'ils étaient privés de famille, enfants qui seraient confiés à des familles rurales ou citadines, mais dispersés assez largement, séparés les uns des autres, pour, bien entendu, limiter le danger de fuite et aussi les risques au cas de la découverte de l'identité réelle de ces enfants. Mais étant donné l'occupation de la zone sud, les persécutions qui ont été déclenchées par la Gestapo dans toutes les régions de France, l'idée d'une œuvre unique, nouvellement constituée, a été abandonnée comme représentant trop de risques. Et une nouvelle formule a été adoptée, c'est celle d'un réseau étroitement cloisonné, travaillant dans les différents départements et diocèses sous l'égide d'œuvres existantes, qu'elles soient catholiques, protestantes, laïques, officielles ou privées. C'est ainsi que une de mes premières visites a été faite à Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, à la suite de sa fameuse lettre
du 22 août 1942, lettre qu'il a fait lire en chair dans toutes les églises de son diocèse et où il flétrissait la séparation violente des enfants et des parents, des membres d'une même famille, qu'on en juge d'après ce bref passage que je voudrais lire ici. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue. Il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Sa lettre constituait à l'époque une première protestation émouvante contre les mœurs barbares qu'il nous a été donné de voir. Et c'est auprès de Monseigneur Saliège que j'ai été chercher un premier conseil, un premier encouragement pour la mise en place du nouveau réseau. Je voudrais ajouter que cet espoir n'a pas été déçu et que Monseigneur Saliège, mis au courant de mes intentions, m'a non seulement promis son plein appui, mais m'a remis une carte dont le texte était le suivant. L'archevêque de Toulouse recommande à votre bienveillance Georges Garel et ses intentions. Il ne pouvait pas dire plus, mais cette carte, qui devait ouvrir par la suite la porte de maints diocèses et de maintes institutions religieuses, était un secours des plus précieux, surtout au début de notre action. La première maille du nouveau réseau a été nouée dans le diocèse de Monseigneur Saliège même, c'est-à-dire dans la Haute-Garonne. Le coadjuteur de Monseigneur Saliège, Monseigneur de Courrèges, m'a également promis son appui, et c'est ainsi que l'œuvre de Sainte-Germaine, œuvre diocésaine dans la Haute-Garonne, dirigée par Mademoiselle Thèbre, a accepté les premiers 24 enfants juifs qui étaient placés en placement familial. Il les a acceptés, c'est-à-dire qu'ils ont été inscrits sur les listes de cette œuvre et placés le jour même sous sa protection. Ainsi, l'assistante de l'Osée clandestine, Solange Zitlenok, est devenue officiellement assistante non juive de l'œuvre Sainte-Germaine, sous l'égide de laquelle elle visitait les enfants. Et ces visites permettaient également l'échange de courrier entre les enfants et les parents, du moins les parents qui étaient encore là, étant donné qu'il n'était pas question de confier ce courrier à la poste. J'ajoute que tous ces enfants ont été munis de faux papiers, cartes d'alimentation, cartes de textile, et que aucun